Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la première des vidéos sur la Coupe du Monde qui commence dimanche prochain. Dans 15 jours tout pile, on débriefera le premier match des Bleus dans la compétition. Mais pour l'heure, c'est la liste de Didier Deschamps qui se fait attendre. Il va l'annoncer ce soir au JT de 20h. Combien de joueurs va-t-il emmener avec lui? Qui s'envolera pour le Qatar? Autant de questions qui restent avec un suspense entier, bien nourri par les nombreuses blessures, Kanté, Pogba en premier lieu. Et évidemment, tout ça donne lieu à des débats bien enflammés, des suggestions assez originales, osées, d'autres plus conservatrices évidemment. Je vais vous donner ma liste dans cette vidéo. On va essayer de rester objectif, se mettre dans la tête de Didier Deschamps pour cette compétition assez spéciale. Bien évidemment, elle se joue en hiver, en plein milieu de la saison. Donc, tu n'as pas la fameuse préparation d'avant Coupe du Monde, les 4 semaines qui permettent aux joueurs émoussés par la fin de saison de se remettre un petit peu en forme, aux sélectionneurs de préparer certains systèmes, certains joueurs, les automatismes, les travailler bien évidemment. Là, il n'y aura même pas de matchs amicaux, à peine 10 jours entre le dernier match en club et le premier match pour les Bleus et plus globalement pour la Coupe du Monde. C'est absolument extraordinaire. D'ailleurs, nos amis sénégalais en font les frais aujourd'hui avec le forfait de Sadio Mané. 3 matchs en une semaine pour le Bayern. Bam, il s'est pété hier face au Werder et au final, il ne reviendra pas avant le retour de la Bundesliga le 20 janvier. Énorme. D'ailleurs, pour nous supporters parisiens, Mané va donc avoir 2 mois et demi de pause et 6 matchs jusqu'au 8e de finale contre nous. Donc évidemment, il sera plus que frais et peut-être même en manque de rythme. Bref, c'est pas le sujet. Dans tous les cas, il y a eu quand même au niveau du calendrier des erreurs qui sont grotesques, tout simplement, parce que c'est pas possible de faire enchaîner autant aux joueurs, ce qui donne lieu à des blessures. Globalement, chaque sélection a un forfait majeur, la France plus que les autres, et surtout les joueurs, même ceux qui seront présents au Qatar, seront forcément émoussés. Ça va être compliqué de tenir la phase de groupe, de pas se blesser en fait. Il y a une probabilité que les joueurs se blessent pendant la compétition qui est plus forte que d'habitude. En plus du fait que tactiquement, ça va être compliqué, comme je disais, sans matchs amicaux, ça c'est vraiment, mais c'est un massacre en fait, d'un point de vue du calendrier pour les sélectionneurs. Pas préparer les automatismes, tactiquement, je sais pas, pour l'équipe de France, faire un amical à 3 derrière, un autre en 4-2-3-1, bah là c'est pas possible. Ça va être très compliqué. Bref, dans tous les cas, sur les derniers rassemblements, on avait déjà la problématique des blessures qui avait vu Youssouf Fofana et Kolo Muani arriver au dernier rassemblement pour de la Ligue des Nations. Se pose, avec Didier Deschamps, plus que n'importe quel autre sélectionneur, la question du nombre. Est-ce qu'il va prendre 26 joueurs ? Parce qu'on sait très bien que c'est quelqu'un d'un petit peu conservateur. RMC Sport a annoncé qu'il y aura que 24 ou 25 joueurs. Personnellement, je suis pour prendre 26. Je comprends pas trop la réflexion de Didier Deschamps. Certes, par exemple, le Danemark a convoqué 21 joueurs, si je me trompe pas. Ils seront tous au diapason, tout le monde aura du temps de jeu. Et du coup, t'en auras pas sur la touche qui pourrait un petit peu mettre à mal l'équilibre de ton vestiaire avec la frustration de ne pas jouer. Par exemple, un attaquant qui joue 0 minutes, ça va être compliqué de le tenir en fait. Ça peut vite mettre à mal ton groupe. Bon, je pense qu'en France, on a certains joueurs comme Martin Terrier qui est très introverti, qui ne poseront pas de problème dans cette dimension-là. Et puis surtout, en fait, la plupart de nos joueurs enchaînent avec leur club. D'autres reviennent de blessures. Donc, c'est un petit peu compliqué de voir ces Bleus à 24 ou 25. Surtout qu'en plus, je crois qu'en Coupe du Monde, en fait, tu as le droit à avoir 15 remplaçants sur le banc de touche. Il n'y a personne en tribune. Voilà, sur le banc, tu peux mettre 15 joueurs. Donc vraiment, cette question est un petit peu bizarre. Bref, commençons notre liste avec les gardiens. Il faut en prendre 3. Lloris, bien évidemment. Alors oui, sur les dernières compétitions internationales, il a été extraordinaire. La Coupe du Monde qu'il a fait sur sa ligne, l'arrêt notamment contre l'Uruguay, on s'en souvient tous. C'est globalement un très bon gardien qui, même en club, réussit déjà à avoir du rythme et surtout des performances toujours au niveau. Pas de problème, c'est le capitaine. Je vois pas pourquoi on le bougerait et plus globalement on bougerait l'équilibre des gardiens à l'instant T, surtout que plus haut sur le terrain,
Les blessures te poussent à bouger l'équilibre. Pogba au milieu de terrain, Raphaël Varane qui reste un point d'interrogation en défense, c'est un petit peu compliqué. Même Benzema en fait devant, hein, qui probablement ne rejouera pas avec le Real Madrid avant la Coupe du Monde. On va pas s'emmerder, Lloris titulaire, pas de problème, même si oui, il est pas très bon au pied par rapport à Mike Maignan. Sur penalty, par exemple, Maignan, s'il y a une séance de penalty, je fais le fameux changement, hein, qui se pose à chaque fois qu'il y a une séance. Je fais rentrer Maignan à la place de Lloris parce qu'il est clairement meilleur d'un point de vue statistique que l'actuel titulaire. Maignan, justement, qui lui aussi est un point d'interrogation, est-ce qu'il va réussir à se remettre de sa blessure dans les temps? Évidemment, bon, je le prends en numéro 2, hein, voilà. Et puis, se pose la question numéro 3. Je pense que Deschamps va prendre Mandanda. Personnellement, je prends Lafont. Pourquoi? Parce que il a débuté très jeune, précocité, hein, 16-17 ans. Ensuite, il a eu un petit trou, on parlait un petit peu moins de lui, mais plus globalement, là, depuis une grosse année, voilà, au FC Nantes notamment, il est vraiment très très bon. Et c'est le futur en fait, avec Mike Maignan. Donc pourquoi pas lui faire découvrir ce groupe, en faire partie bien évidemment. En plus, bon, il pose pas de problème, hein. C'est vrai que le numéro 3, il a un petit peu un rôle de médiateur, plus un rôle diplomatique que sportif. Il faut qu'à l'entraînement, bon, il mette au diapason le titulaire et le second. Il sait qu'il jouera pas, mais bon. Je prends quand même à Alban Lafont. Comme sur chaque poste, j'ai mis des mentions spéciales à Mandanda, qui est très bon, à Brice Samba aussi, hein, voilà, on pourrait le piquer au Congo, surtout que c'est un gardien assez spécial parce que il va garder le ballon dans les pieds jusqu'à être vraiment sous pression en fait. À la relance, il est très très bon. Mike Maignan, les relances téléguidées, il sait faire. Brice Samba, lui, c'est plus pour attirer, on va dire, le pressing. Il joue avec une confiance monstrueuse. Bien sûr, un jour, ça va péter. Et ça va faire une espèce de Donnarumma, dans le sens où ce sera un petit peu bête, idiot, mais mention spéciale quand même. Passons à la défense, où là, il y a vraiment un énorme vivier, des blessures aussi, et des déçus, bien évidemment. On ne pourra pas tous être d'accord sur la liste, parce qu'il y a beaucoup de Français qui aujourd'hui performent aux quatre coins de l'Europe. Que ce soit Kalulu en Serie A, Simakan en Bundesliga, William Saliba, qui est probablement le meilleur défenseur de Première Ligue. Voilà, en Bundesliga, on a par exemple Ferland Mendy, Jules Koundé. Donc, beaucoup de monde. Je commence avec Raphaël Varane. Bien évidemment, je pense que Didier Deschamps va le sélectionner, même si pour le premier match, il est trop juste. C'est quelqu'un qui est trop important pour cette équipe de France. Voilà, pas de Pogba. Si en plus, on se prive de Varane, ce serait quand même compliqué. Ensuite, je prends William Saliba. Pour moi, à titre perso, c'est le meilleur défenseur de Première Ligue sur ce début de saison avec Arsenal. Il est absolument extraordinaire. Il avait peut-être le jeu de tête en défaut quand il était à l'OM la saison dernière. On se souvient de son match contre Mbappé qui était énorme. Mais par exemple, sur son match contre Tottenham, il a 100% de duels aériens remportés, une lecture du jeu extraordinaire. J'ai une petite statistique sur ses 8 premiers matchs de Première Ligue. Il a récupéré 71 ballons. C'est plus que n'importe quel joueur, tout poste confondu, en Première Ligue. C'est énorme et ça témoigne d'une intelligence situationnelle extraordinaire pour couper par exemple les lignes de passe, arriver sur le ballon devant son vis-à-vis, devant le joueur à la réception. Extraordinaire William Saliba, en plus d'être très grand, physique, très rapide et à la relance avec beaucoup de qualité. Chez les gauchers, Kimpembe, bien évidemment. Alors, il y a une petite interrogation par rapport à sa blessure, le fait qu'il ait très peu joué depuis ce fameux match contre Brest où il se pète. Je le prends parce qu'il y a la dimension aussi du groupe. C'est quelqu'un qui le connaît, qui était là à la Coupe du Monde 2018 et qui, avec son image des enceintes et tout ça, met la bonne ambiance, pas de problème. Donc ça joue vraiment en sa faveur. Le fait que dans le groupe, ce soit quelqu'un d'important. Maintenant, il sera probablement titulaire, qu'il fasse attention. Je mets juste un petit bémol sur le fait que là, c'est sa première réelle occasion d'avoir des références avec l'équipe de France, puisqu'en 2018, il était globalement sur le banc. Là, ça va vraiment être l'occasion pour lui de atteindre un pic de performance avec les Bleus. On sait qu'avec le PSG, il a grillé beaucoup de gros matchs, bien évidemment. Là,
avec l'équipe de France, il faut pas que ce soit le cas. Il y a des gens derrière lui qui sont exceptionnels. Il y a Lucas Hernandez, Simakan, Badiachil, Konaté, qui a trop peu joué avec Liverpool pour être sélectionné, Wesley Fofana ou Upamecano. Bref, attention à Kimpembe parce qu'en équipe de France, je pense que s'il atteint pas son pic de performance à la Coupe du Monde, il peut rapidement sauter, tout simplement. Voilà, petit bémol. Et je parle aussi en tant que supporter parisien. Lucas Hernandez, bien évidemment, en tant que défenseur central, pas en tant que latéral, comme à la Coupe du Monde 2018. Sur le côté gauche, bon, Théo Hernandez, la bombe du Milan AC, bien évidemment, qui voilà, avale les kilomètres, a un vrai apport offensif. Et globalement, le jeu devrait pencher sur son côté, puisqu'il aura Mbappé avec lui. Voilà, Mbappé qui va tirer Griezmann et Benzema par l'effet domino. Derrière lui, je prends quand même Ferland Mendy à la place de Lucas Digne. Real Madrid qui est capable d'apporter de la sécurité, même si ces derniers matchs sont pas forcément excellents. Ça n'en reste pas moins quelqu'un qui a une expérience du plus haut niveau, tout comme Benjamin Pavard, que je prends à droite, bien évidemment. C'est comme moi, franchement, Pavard, beaucoup le trouvent surcoté et tout ça. Moi, je fais partie des gens qui, au minimum, ont un avis pas forcément tranché sur lui, en fait. Voilà, je le critiquerai pas trop facilement, disons. Voilà, à droite, il peut t'apporter de la sécurité. Se pose la question du système, en fait. Tu crées ta liste en fonction du 11 que tu veux faire, ta structure que tu vas adopter. Est-ce que tu pars à 3, système qui n'a pas forcément donné satisfaction en bleu, ou est-ce que tu pars en 4-2-3-1, 4-3-3 points de basse aussi, ça peut s'imaginer, avec peut-être Griezmann en numéro 8. Mais globalement, pour moi, la balance, c'est système à 3, 3-4-3, 3-5-2, et 4-2-3-1, comme à la Coupe du Monde 2018. Même si vous me direz, attention, une même disposition tactique, une même équipe ne gagne pas 2 fois. Moi, je fais quand même partie des conservateurs qui te disent 4-2-3-1, et je préserve aussi l'asymétrie qu'on avait vue en 2018. C'est-à-dire que latéral gauche, Théo Hernandez, ultra offensif. À droite, je prends donc Pavard, comme je le disais, pour t'apporter en fait, voilà, le fait de coulisser à la relance, un espèce de système à 3. Sur le côté gauche, Théo Hernandez qui vient apporter le surnombre avec Mbappé qui lui du coup peut repartir dans le demi-espace gauche. Et surtout sur le côté droit, Benjamin Pavard, un profil très défensif qui permet à un joueur devant lui, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, de vraiment se projeter. On sait qu'Ousmane Dembélé, c'est pas vraiment celui qui se replie le plus. Kingsley Coman t'offre aussi la possibilité de jouer piston dans un système à 3. Et enfin, pour mes 2 derniers, je prends Koundé. Alors, je le vois défenseur central, mais aussi latéral droit, même s'il est pas très bon à ce poste-là. Et puis, Kalulu, obligé de le prendre bien évidemment. D'abord parce que si tu joues à 3, il est capable de porter le ballon à la relance. Très belle qualité de passe, mais aussi une conduite de balle qui est vraiment très très propre. Pour le poste de latéral droit aussi, il est très polyvalent. Je crois qu'en fait, c'est vraiment du 50-50 au Milan AC cette saison entre le poste de latéral droit et de défenseur central. Il a été capitaine en jeune à Lyon, donc ça témoigne d'un certain leadership, une capacité à se fondre, on va dire, dans le moule de ce groupe. Globalement, je le prends parce que ses performances sont exceptionnelles tout simplement ces derniers temps. Défensivement, il t'apporte de la sécurité et derrière Pavard, c'est un joueur à vocation défensive à droite pour préserver mon asymétrie. Bon, comme vous le voyez, il y a un gros parti pris en fait. Je pars en 4-2-3-1 et je me laisse pas la possibilité en fait de repartir sur un système à 3 en plein milieu de la compétition puisque vous l'avez vu, je ne sélectionne pas Klose qui évidemment dans un système à 3 peut être dans la balance. Par contre, dans un système à 4, je vois pas ce qu'il viendrait faire là, tout simplement. Mention spéciale à Simakan. Mais vraiment, Simakan, j'ai beaucoup hésité avec Jules Koundé, par exemple, à le prendre parce qu'il est exceptionnel avec Leipzig. Voilà, il a fait des gros matchs en Ligue des Champions dernièrement. Badiachil, Konaté, qui a globalement trop peu joué avec Liverpool, comme Wesley Fofana avec Chelsea. Wesley Fofana et William Saliba, pour moi, c'est l'avenir de cette défense. On va se projeter au-delà du tournoi, mais c'est vraiment 2 joueurs exceptionnels. Et puis Upamecano, attention, même si ses performances en équipe de France, il y a eu certains ratés dernièrement. Au Bayern, voilà, il a réussi à mettre un petit peu de régularité et puis son apport à la relance n'est pas négligeable. Donc voilà pour mes défenseurs. Au milieu de terrain, bon, on part avec une base Tchouaméni, titulaire au Real, pas de problème. Rabiot, alors en tant que Parisien, c'est difficile à dire, mais il surperforme à la Juventus, il les pousse, il marque même. Et ça, c'est de bon augure, parce que Rabiot, c'est souvent le joueur qui est mi-figue, mi-raisin, qui sera
noté 5 sur 10 dans l'équipe, mais jamais 7, jamais 2 non plus, tu vois ce que je veux dire. Là, il a réussi un petit peu son dépassement de fonction, il fait des statistiques avec la Juventus, j'espère que ça va être le cas au Qatar, parce qu'il part titulaire avec Tchouaméni dans le double pivot, je pense. De toute façon, je ferai une vidéo sur le 11 que j'alignerai. Globalement, il a quand même de l'abattage, un certain coffre technique, même si bien sûr, ça reste quand même une grosse inconnue de ton 11, Adrien Rabiot, hein, on va pas se le cacher. Joueur qui est capable du meilleur comme du pire, de faire des prestations assez insipides, qui a eu un passif avec l'équipe de France pas extraordinaire, hein, on n'oublie pas sa fameuse histoire avec Deschamps. Évidemment, sa maman aussi, hein, l'histoire dans les tribunes à l'Euro 2021. Bon, bref, il est quand même sélectionné, il fait partie de la base quand même. Je prends Guendouzi hein, pour son abattage, son volume qui est excellent, qui est capable de plus se projeter quand même vers l'avant. Hein. Tchouaméni, Guendouzi, Rabiot, Fofana par exemple. De ces quatre-là, c'est quand même Guendouzi qui a le plus de chances de se retrouver dans le dernier tiers. Voilà. Même si, attention, dans un double pivot, il faut pas que il se fasse dépasser, se fasse prendre dans son dos. Il faut qu'il se canalise bien évidemment au niveau de l'énergie, la débauche émotionnelle et en matière de course. Je mets un petit bémol là-dessus sur Guendouzi quand même. Je prends Youssouf Fofana pour l'équilibre, Kamavinga pour la sortie de banc et c'est tout. Voilà, je pars avec... Il n'y a pas beaucoup de choix en fait. On pourrait... Enfin, je fais une liste à 25. On pourrait prendre un milieu en plus pour faire 26. Un milieu créatif, bien évidemment. Ici, tu peux penser à Enzo Lefebvre, TJ Savané, Nabil Fekir, Ndombele, qui revient bien avec Naples, même si c'est pas non plus un titulaire indiscutable, il est plus dans la rotation, en fait, il rentre plus en cours de match. Benjamin André aussi pourrait entrer dans les débats, mais lui, c'est plus en tant que milieu défensif. Donc, personnellement, en fait, je fais une liste à 25, je sacrifie un joueur, parce que Deschamps, je pense, c'est ce qu'il va faire, et je préfère sacrifier un milieu créatif au profit d'un ailier. Et vous verrez plus tard avec ma liste des attaquants. Mais sinon, si je dois rajouter un milieu de terrain, je pense que je prends Nabil Fekir plutôt que Ndombele. Bon, Enzo Lefebvre et TJ Savanier, ça paraît tiré par les cheveux parce que c'est quand même des joueurs qui n'ont pas d'expérience du plus haut niveau, même si, en termes de créativité, ça fracasse clairement la majeure partie des joueurs qui sont sélectionnés. Voilà, ça c'est juste un fait. Passons à l'attaque. Ça fait quand même déjà 17 minutes qu'on parle. Mbappé, évidemment. Alors Mbappé, il va pouvoir forcer hein, avec sa volonté de démarrer vraiment sur le côté gauche. Au PSG, ça nous gêne un petit peu parce qu'on n'a pas de numéro 9. Ça fait qu'il y a moins de présence dans la surface et qu'il y a un embouteillage sur le côté gauche avec Neymar et Nuno Mendes. Mais en équipe de France, bon alors il va avoir Théo Hernandez et surtout Karim Benzema qui va occuper l'axe. Olivier Giroud peut-être sur le match, le troisième. Alors attendez, c'est contre le Danemark ou la Tunisie, je sais plus le troisième. Mais globalement le match où tu fais tourner quoi, si tu as pris suffisamment de points précédemment. Et puis sur le côté droit, on va quand même avoir un ailier virevoltant qui va créer des occasions. Donc voilà, Mbappé va pouvoir plus se concentrer sur son côté gauche. Benzema, bon évidemment, alors avec lui se pose la question du rythme hein, quand même, parce que avec le Real, il y a la gêne. Alors ça, c'est le mot que tu dis quand tu veux te préserver pour la Coupe du Monde. Remarque, il a raison, hein, quand tu vois Mané se péter à 10 jours du début de la compétition. La dernière fois qu'il a joué 90 minutes, c'était le 19 octobre. Depuis, il a joué 27 minutes le 2 novembre, et puis plus rien. Voilà, il a une gêne à la cuisse gauche avec le Real Madrid. Bon, et puis plus globalement, depuis son ballon d'or et son début de saison est un peu compliqué. Bien sûr, c'est un grand joueur, il va se sublimer et il va sortir un grand tournoi, on y croit. Mais sur les premiers matchs, je pense que Giroud va avoir son rôle à jouer parce que Benzema ne jouera qu'une heure. Voilà, tu fais jouer Benzema qu'une heure, Giroud une demi-heure, qui lui par contre, bon alors je le prends bien évidemment, vous l'avez compris, a du rythme et surtout surperforme clairement avec l'AC Milan, exceptionnel. Et puis en tant que pivot, on en a vraiment besoin. Derrière, donc pour l'axe et la créativité, je prends Griezmann, qui sera titulaire, pas de problème. En plus, il est plus frais puisqu'il a joué 7 matchs cette saison sur le banc, avec sa fameuse histoire de clause qui devait lui faire jouer que 30 minutes par match. Simeone le faisait rentrer en début de saison. Globalement, il s'est pas cramé complètement sur août et septembre. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Par rapport aux autres, il a un petit peu moins de jeu dans les pattes. Et puis Nkunku, qui porte Leipzig à lui tout seul. Qui prouve cette saison que bah voilà, c'était pas que l'homme d'une saison, hein, il n'a pas que surperformé la saison dernière. Enfin, c'est incroyable, ça va faire 1 an et demi qu'il maintient ce niveau de performance.
exceptionnel Christopher Nkunku. Je le prends, bien évidemment. Ensuite, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman pour le côté droit. Essayer d'apporter de la percussion, des 1 contre 1, bien évidemment, du cassage de rein. Et enfin, dernier nom, Dembélé et Coman sont des joueurs, vous le savez, qui sont susceptibles de se blesser en plein tournoi. Hein. L'un des deux sera plus en sortie de banc. Donc, je préfère prendre un ailier. Parce que si les deux se pètent, ou alors s'il y en a un qui se pète et que tu es sur une fin de match où tu dois aller chercher un résultat, je préfère un ailier virevoltant plutôt qu'un milieu créatif. Et dans cette dimension-là, j'ai pris quand même quelqu'un qui fait beaucoup plus unanimité en termes de performance individuelle qu'un Tanguy Ndombele, Nabil Fekir, ou alors Enzo le fait tout ça, Moussa Diaby. Bien évidemment, Moussa Diaby avec le Bayer Leverkusen. 1600 minutes toutes compétitions confondues cette saison, c'est quand même très conséquent. 6 buts, 4 passes décisives, pareil, toutes compétitions confondues, Bundesliga et Ligue des Champions. Il est très très bon, voilà, il est évidemment un vrai ailier. J'ai pensé à Saint-Maximin, parce que, pareil, il apporte la percussion. Le problème, c'est qu'il s'est blessé fin août. Il est revenu début octobre, mais il a un petit peu rechuté derrière. Et au final, il a que 378 minutes en Première Ligue avec Newcastle, qui fait une saison d'ailleurs extraordinaire avec Guimarães, énorme Guimarães. Voilà, avec le Brésil, il va être vraiment montré aux yeux du monde. Donc 378 minutes pour Alan Saint-Maximin. Par exemple, à titre de comparaison, Renato Sanchez, c'est 427 au PSG. Voilà, c'est un temps de jeu similaire à Renato. Donc, pas possible de le prendre. Mention spéciale à Martin Terrier, bien évidemment, qui fait du bien à l'équilibre, qui surperforme à Rennes et qui, dans le groupe, n'aurait pas fait de bruit. Mais voilà, globalement, ma liste, je la répète pour terminer cette longue vidéo. Lloris, Maignan, Alban Lafont, Raphaël Varane, William Saliba, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Théo, le frère, Ferland Mendy, Pavard, Jules Koundé, Kalulu, Tchouaméni, Guendouzi, Rabiot, Fofana, Kamavinga, Kylian Mbappé, Benzema, Griezmann, Giroud, Nkunku, Dembélé, Coman et Moussa Diaby. Voilà ma liste des 25 pour Didier Deschamps. Le 26e, comme je l'ai dit, serait pour moi un milieu créateur, Nabil Fekir. Mais Didier Deschamps, probablement, va partir qu'avec 25. On se retrouve prochainement pour le 11, bien évidemment, et débriefer les matchs de l'équipe de France et des autres équipes de cette Coupe du Monde. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, posez un like si cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous souhaite à tous une belle après-midi à la Team Notif, une belle soirée à ceux qui regarderont cette vidéo au moment de l'annonce de Didier Deschamps. Voilà mes 25 pour cette Coupe du Monde. Ciao les amis, prenez soin de vous avant tout. Allez Paris et les Bleus, bien évidemment. Ciao.